Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 27 août 1791, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, l'empereur allemand Léopold II et l'électeur de Saxe ont une entrevue à Pillnitz en Saxe. À la suite de celle-ci, l'empereur exige des révolutionnaires français qu'ils rétablissent le roi de France dans la plénitude de ses droits. Depuis la fuite de Varennes, Louis XVI, beau-frère de l'empereur, avait été suspendu de ses droits. Vous voulez en savoir plus sur l'entrevue? Venez avec moi. Observateur silencieux et secrètement ravi des embarras de Louis XVI, l'empereur Léopold II et le roi de Prusse Frédéric Guillaume II finissent par s'inquiéter de l'anarchie qui règne en France et menacent par la contagion de s'étendre à toute l'Europe. Contre une assemblée qui prétend exercer partout des droits, ils veulent rappeler les leurs, défendre ceux des princes pensionnés d'Alsace et inciter tous les gouvernements à faire cause commune afin de préserver la paix publique, la tranquillité des États, l'inviolabilité des possessions et la foi des traités. Durant la Révolution, environ 140 000 nobles, prélats et nantis quittent le territoire français. En 1789, 1790 et les premiers mois de 1791, ils fuient en emportant leur or, leur argent, leurs bijoux et tous leurs biens transportables. Pour stopper cette fuite des capitaux, l'Assemblée législative vote le 31 octobre 1791 une loi décrétant la confiscation automatique des biens d'émigrés. Tous les Français engagés dans la Révolution perçoivent les émigrés comme une menace permanente. Par leurs journaux, les puissances européennes glorifient sans cesse les préparatifs militaires des royautés européennes contre la France, tout en maintenant des bureaux d'émigration dans les départements jusqu'en 1791, tout en rassemblant l'armée des princes sur le Rhin, particulièrement à Coblence dans l'électorat de Trèves. La Révolution perçoit également la menace venant des deux frères du roi à la tête des émigrés, le comte d'Artois et le comte de Provence, qui fait douter de la volonté réelle du roi de défendre son pays. Lorsque les armées autrichiennes et prussiennes marchent vers Paris en 1792, elles intègrent 20 000 émigrés français. La victoire en France d'une évolution populaire enflamme les châteaux, obtenant la fin des privilèges féodaux et se revendiquant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, menace dès l'été 1789 d'embraser socialement toute l'Europe. Des patriotes belges, hollandais, suisses, italiens, savoyards, allemands, anglais se groupent et commencent à agir contre leur propre classe féodale dominante et autres privilégiés. Cela ne peut pas plaire aux souverains autocrates. Catherine II, impératrice de Russie, prône une croisade contre les insurgés français, tout comme Gustave III de Suède, qui a élaboré un plan dès le début de la Révolution. Des émigrés royalistes français bénéficient d'une hospitalité souvent chaleureuse sur toutes les frontières, dans le royaume d'Espagne de Carlos IV, dans la péninsule italienne, dans les cantons suisses, dans le Saint-Empire romain germanique, dans les Pays-Bas. L'empereur Léopold II correspond avec sa sœur Marie-Antoinette pour protéger le trône royal et permettre la formation de l'armée royaliste immigrée du prince de Condé, qui attend l'occasion favorable pour marcher sur Paris. Gustave III, roi de Suède, se met en avant pour prendre le commandement de l'armée qui envahirait la France. De juillet 1789 à juin 1791, d'autres soucis occupent prioritairement les têtes couronnées, en particulier le partage de la Pologne. D'autre part, leur intervention pourrait affaiblir les modérés de l'Assemblée constituante au profit de l'aile gauche de plus en plus radicale. En 1789 et 1790, l'empereur apparaît comme le monarque le plus modéré d'Europe vis-à-vis de la Révolution française. La correspondance avec sa sœur Marie-Antoinette va le pousser à plus d'intransigeance. La reine de France a conservé des liens politiques avec ses proches depuis son mariage avec le roi de France Louis XVI. Leurs lettres mensuelles ne passent pas par les services de la poste, mais par des courriers cavaliers dont la seule fonction consiste à les porter en main propre. Ces missives sont doublées par les rapports du comte de Mercy Argenteau, diplomate. À partir de 1789, Marie-Antoinette utilise cette correspondance pour pousser l'Autriche à intervenir politiquement et militairement afin de protéger le trône contre la Révolution française.
Après l'échec de la fuite de la famille royale et de son arrestation à Varennes, le 21 juin 1791, la pression s'accentue autour de Louis XVI et des siens. Désormais, les partisans de la monarchie, en France et à l'étranger, craignent pour la vie du roi. Les émigrés qui ont fui le royaume depuis le début de la Révolution et se sont réfugiés dans les cours d'Europe ne cessent d'alerter les souverains étrangers sur la menace que constitue le mouvement révolutionnaire. Les monarques européens en sont bien conscients, eux qui craignent pour leur trône et redoutent pour leur peuple qui n'imitent les Français et n'adoptent à leur tour les idées véhiculées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Émue et inquiète, l'Europe monarchique se demande comment venir en aide à Louis XVI. Décidé à lui forcer la main et à le faire sortir d'un attentisme nuisible à tous les souverains d'Europe, le comte d'Artois, accompagné de Calonne, arrive à Vienne le 15 août au moment même où l'empereur s'apprête à partir pour Plinitz, près de Dretz, où il doit se concerter avec le roi de Prusse sur leur intérêt commun et les mesures éventuelles que leur défense nécessite. N'ayant rien pu obtenir de Léopold II, sinon la permission de le suivre à Plinitz, le comte d'Artois y arrive à son tour le 25 août et assiste à toutes les délibérations pendant lesquelles Calonne et lui plaident la cause des immigrés, réclamant une action rapide et forte contre la France révolutionnaire. Après de longs entretiens, coupés de fêtes brillantes offerts par leur hôte, l'électeur de Saxe, les deux souverains finissent par se mettre d'accord sur le texte d'une déclaration assez emphatique pour donner satisfaction aux émigrés, mais assez vague pour ne pas compromettre Louis XVI et fournir à ses ennemis une raison supplémentaire d'agir contre lui. Tout en reconnaissant que la situation du roi de France est un objet d'intérêt commun à tous les souverains de l'Europe, l'empereur et le roi forment le vœu que ces souverains s'en émeuvent et emploient les moyens les plus efficaces relativement à leur force pour mettre le roi de France en état d'affermir dans la plus parfaite liberté les bases d'un gouvernement monarchique également convenable aux droits des souverains et au bien-être de la nation française. Alors, dans ce cas, leur dite majesté, l'empereur et le roi de Prusse sont résolus d'agir promptement d'un mutuel accord avec les forces nécessaires pour obtenir le but proposé et commun. En attendant, elles donneront à leurs troupes les ordres convenables pour qu'elles soient à portée de se mettre en activité. Dans la correspondance secrète adressée à son frère, l'empereur d'Autriche Léopold II, Marie-Antoinette se montre nerveusement épuisée. Notre situation est affreuse. Je ne cesse de dévorer des larmes. Nous n'avons plus de ressources que dans les puissances étrangères, se lamente-t-elle. Sensible aux souffrances endurées par sa sœur, Léopold II lui répond « Tout ce qui est à moi est à vous. État, argent, troupes, enfin disposez librement. » Mais malgré ses sollicitudes épistolaires, l'empereur hésite à prendre parti et conseille à sa sœur la prudence. Léopold II s'inquiète néanmoins des conséquences de l'échec de la fuite de Varennes et de l'attitude des montagnards qui, à l'Assemblée, réclament la destitution du roi et la proclamation immédiate de la République. Seuls les modérés semblent encore favorables au maintien de la monarchie. Dans leur ensemble, les monarques européens sont partagés sur l'attitude à adopter à l'égard de la France. La plupart rechignent à se lancer dans une guerre. Léopold II se préoccupe surtout de placer judicieusement ses pions en Pologne. Malgré le soutien du roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, de la Suède de Gustave III et de la Russie de la Grande Catherine, qui se disent prêts à s'associer à une éventuelle intervention, il répugne à agir. L'Angleterre de George III, elle, se réjouit de l'affaiblissement d'une nation rivale. L'Espagne de Carlos IV, le Portugal de Maria Ier et la Sardaigne de Victor Amédée III observent la situation de loin. Chacun fait ainsi passer ses propres intérêts avant le sauvetage de la monarchie française. Fin août 1791, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Léopold II, frère de Marie-Antoinette, reçoit le roi de Prusse Frédéric Guillaume II dans sa résidence de Pillnitz. Après la fuite de Louis XVI à Varennes, Léopold II propose une conférence pour examiner les moyens de sauver la royauté française, mais n'obtient l'adhésion que de la Russie, de la Prusse et de la Suède. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.